grande ville de France, en moins 600 avant Jésus-Christ, elle a été fondée par des Grecs. Et ces Grecs, ils étaient armés comme ceci. Et donc, c'est pour revenir un petit peu au cœur de nos racines martiales, on va vous présenter aujourd'hui l'hoplite grec. Mais avant cela, on va effectuer un petit duel, un petit combat, pour honorer cette belle prestation. Je pose donc le micro. Je demanderai aux adultes de bien garder leurs enfants en laisse et leurs chiens dans les bras, vice-versa, en fonction de vos coutumes. Merci, ce ne sont pas des combats chorégraphiés. En garde! On salue. Vous pouvez encourager évidemment les combattants. Allez, Victor! Allez, on cherche la position, on cherche. Allez, va-toi! Allez! Crochet au niveau de la clé. Les yeux en garde. Allez, combattez! Le combat que vous venez de voir était un duel honorifique, comme le faisaient les Grecs pour honorer les morts. Mais ils ne se battaient jamais individuellement. Les citoyens grecs, que l'on nomme hoplites quand ils vont partir, ces citoyens grecs étaient des soldats qui finançaient eux-mêmes leur matériel. Sont donc des citoyens avant toute chose, et leur première préoccupation, c'est de s'occuper de leur champ, c'est de s'occuper de leur commerce. C'est pourquoi dans le monde grec, les combattants, contrairement à la légion romaine que vous avez vue tout à l'heure, eh bien, ne font pas la guerre pendant de longues saisons. Et ils ne peuvent pas envahir de grands territoires. Ils sont surtout concentrés à défendre ce territoire. Je vais demander à droite des Grecs d'avancer, s'il vous plaît, pour vous présenter justement le matériel. Alors, selon vous, quelle est la pièce la plus importante de l'armement ? Je l'ai entendu là-bas, le bouclier. Le bouclier en effet. Le bouclier qui est en bois. On oublie l'idée d'un bouclier en métal, ça n'existe pas, tous les boucliers sont en bois. Et ce bouclier est extrêmement important. C'est lui qui va protéger le corps du combattant. Il est équipé en son centre d'un porte-pax et d'un antilabé qui permettent aux bras d'être tenus. Et ça, on dirait que c'est rien comme ça, mais c'est une très grande invention. Avant cela, à l'époque homérique, parce que là, comme je vous rappelle, on est entre moins 600 et moins 400, à l'époque homérique, donc entre moins 1200 et moins 800, on utilisait des grands boucliers qui tenaient avec une énorme et qu'on pouvait jeter sur son dos pour pouvoir courir et tirer à l'arc et utiliser des javelots. Sauf que le combattant grec ne cherche pas à fuir et à harceler l'ennemi, il cherche à défendre son champ. Et personne ne doit rentrer dans son champ. C'est pourquoi, quand il va être en garde, le bouclier, avec sa forme assez particulière, va reposer sur son épaule, sur son bras, et là il va être solide et il va attendre de petit faire son adversaire. Le méplat du bouclier va faire le tour et protéger au niveau du visage et de la cuisse le combattant. Et est-ce que vous pouvez montrer l'intérieur du bouclier? Vous voyez qu'à l'intérieur, le bouclier repose sur l'épaule. Et ça c'est extrêmement important parce que ce bouclier pèse 4 et 6 kg. Et ces 4 à 6 kg à bout de bras tout le long d'un combat, c'est extrêmement fatigant. En donnant cette forme-là, les Grecs ont rendu possible le combat en groupe de longue durée. Alors, seconde pièce importante, après on verra pour le combat de groupe, la lance, la dore. Alors cette lance est équipée d'une pointe en fer, comme vous pouvez la voir, aiguisée sur les deux côtés,
Et cette lance, on s'en sert uniquement pour trancher, pour estoquer son adversaire. Quand vous voyez dans un film des grands mouvements, allez-y, faites des grands mouvements, amusez-vous, frappez avec la lance, frappez avec la hampe ici, hein, voilà, ça c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Tout d'abord, on risquerait de briser la lance, et ensuite, ce serait extrêmement dangereux en formation. La lance, on s'en servait pour estoquer son adversaire. Alors, deux hoplites l'un face à l'autre, s'il vous plaît. Bien. On va chercher à estoquer au niveau du visage, ici, au niveau de l'œil. Alors, on va changer celui qui estoque pour qu'on voit bien un côté intérieur plutôt. Donc, c'est Théo qui va estoquer. Donc, on va estoquer au niveau du visage pour rentrer dans la visière. On va estoquer en se décalant pour frapper sur le côté ouvert de son adversaire. Et on va estoquer sous la cuisse. Hein, on va se baisser sous le bouclier et on va frapper au niveau de la cuisse. Et c'est les trois grandes zones de touche pour frapper son adversaire. Sinon, c'est quasiment impossible. Et vous avez peut-être remarqué, mais la lance, à l'arrière de celle-ci, on voit un talon en bronze. Ce talon permet d'équilibrer la lance et ça va permettre surtout aux combattants, si, imaginons, ils sont au corps, l'un contre l'autre, de pouvoir avoir de secondes distance pour pointer et percer l'adversaire. Là, on voit que la taille a énormément d'importance dans ce genre de situation. Face aux adversaires, face au public. Alors, ils ont des boucliers, ils ont des lances. Pour certains, ils vont avoir d'autres types d'armes. Ils vont avoir des armes de corps à corps. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les hoplites qui payent le matériel. Donc, ce sont les hoplites les plus riches hein, qui vont avoir assez d'argent pour se payer des lames. Alors, celui que vous voyez à votre gauche, hein, tout là-bas, avec le bouclier rouge, il a un xyphos, une lame droite. Et celui que vous voyez au centre a un copis, une falcata. Alors, il y en a qui font du grec ancien ici? Non? Oui, bon, non, mais toi, oui, évidemment. Ah, ça se perd, hein, le grec ancien. Hein. Les enfants, faites du grec ancien en allant à l'école, hein, s'il vous plaît. Alors, copis, en grec, ça veut dire le qui coupe. Hein, c'est tout simple. Quand on voit cet objet, on comprend à quoi il sert. Il sert à couper, à trancher. Alors, quand les deux obliques sont face l'un à l'autre, alors non, il est derrière toi, ton adversaire. Alors, quand les obliques sont l'un face à l'autre, avec des lames courtes, le xyphos va servir principalement à estoquer l'adversaire, alors que le copis va servir à trancher les membres qui sortent. Évidemment, le xyphos peut servir aussi à trancher, mais c'est une arme principalement d'estoc. C'est une arme assez polyvalente. Alors que le copis, c'est une arme qui sert à choquer. Elle va pouvoir frapper très violemment sur un casque pour sonner l'adversaire, ou même sur les cnémides, sur les protections qu'on a au tibia. Merci. Vous pouvez poser les armes réelles et retourner dans les rangs. Alors, je vais demander à des combattants qui ont des cnémides d'avancer, s'il vous plaît. Merci. Les combattants peuvent compléter leur matériel avec des cnémides. C'est des protections qui vont protéger le bas des tibias, et quand l'oplite est en garde, grâce à son casque, son bouclier et ses cnémides, le combattant est entièrement protégé. Évidemment, les cnémides sont facultatives, qu'elles coûtent très cher. Un combattant qui n'en aurait pas, hein, comme vous en voyez plusieurs hein, à l'arrière, hein, je ne les montre pas ceux-là, hein, ils n'ont pas assez d'argent, je ne les montre pas. À l'arrière, vous voyez, hein, ils n'ont pas de cnémides, ils n'ont pas eu assez d'argent pour se les payer. C'est pourquoi, au combat, ils seront souvent mis dans les dernières lignes, pour être moins exposés. Par contre, il y a une récurrence, tous les combattants lourds doivent avoir un casque. Alors je vais demander à tous les oplites hein, d'avancer et de se répartir devant le public, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous allez voir différents types de casques. Le premier, le plus simple, c'est le pilos. Ceux qui ont des pilos, levez les lances, s'il vous plaît. Voilà, ici et ici, là et là. Et là-bas aussi. Alors les pilos, ce sont de simples bols de bronze que les combattants les plus bas vont se payer pour avoir la poitrine protégée. Regarde les combattants en pilos, leurs jambes exposées et leur visage est aussi exposé. Ça va demander beaucoup plus d'escrime et c'est pourquoi ces combattants-là, on va les mettre plutôt dans les derniers rangs. Alors, un autre type de casque très emblématique, c'est le casque corinthien. Levez la lance, ceux qui ont un corinthien, ici et ici, voilà. Deux casques corinthiens, très fermés, très protecteurs, mais qui datent de l'époque archaïque, c'est-à-dire entre moins 800 et moins 500. Ce sont des casques qui permettent aux combattants d'être très bien protégés et qui réduisent son champ de vision, et notamment ses possibilités pour respirer. C'est pourquoi ce casque va être progressivement abandonné et on va le remplacer par ce qu'on appelle des casques attiques, trasso-attiques. Alors ceux qui ont des casques trasso-attiques, levez la lance s'il vous plaît. Oui, là, casque attique, bien aussi. Voilà, ces casques-là ont une particularité, ils sont ouverts au niveau du visage, mais ils ont tout de même des paragnathides, hein, ça c'est protège-joues qui vont protéger des coups de tranche. De plus,
moderne avec un trou au niveau des oreilles. Puisque oui, la guerre grecque va énormément évoluer. Là, on vous présente un armement sur 400 ans. Évidemment, il y a eu des changements. Notre différence entre notre période et les légionnaires romains que vous voyez là-bas, c'est 500 ans. C'est énorme. Et le matériel évolue en fonction de la guerre. Alors on va parler justement un petit peu de la guerre maintenant. Ah, attendez. Juste au torse, le linothorax ou le thorax, pour les plus riches, des armures en bronze ou des armures en lin, 20 couches de lin pour certains, très très protecteurs, et pour d'autres, enfin, des armures en cuir, le spolas. Alors maintenant, je vais vous demander de grouper votre phalange. Je laisse le chef de phalange donner l'ordre. Puisque, nous l'avons vu, les hoplites ne combattent jamais individuellement. S'ils combattaient individuellement, les peltas,